Voilà, donc ça c'est... Germain Pluvinage. Moi c'est Camille Mourier. Et on est les fondateurs du bureau Phase B. Donc on est architecte à Lille, on est installé depuis 11 ans. On est des anciens étudiants de l'école d'architecture de Lille. Et on est ravis d'être ici, malgré le masque, malgré tout ça, pour vous présenter notre travail, l'ADN de l'agence. Ah oui. Okay. Quand il a fallu tirer nos portraits pour donner une image à Phase B, on a fait une commande à une artiste. Et en fait, ces deux clichés nous ont paru très pertinents parce qu'ils montrent le passage abrupt entre la théorie et la pratique, entre l'école et la vie professionnelle, quand on a été lauréat d'un concours de 17 000 m² de bureau à 24 ans. Donc on a été poussé sur la scène professionnelle de façon assez abrupte. Ça montre aussi la difficulté de tenir une relation intense de travail durant 11 ans. Il ne me supporte plus en fait. Donc voilà, on a été bousculé, de l'altérité, du mouvement. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, c'est faire sens. Donc c'est la géométrie, sa rationalité, sa précision, ce qu'elle ordonne, règle, met en relation. La deuxième chose, c'est la matière, sa composition, sa mise en œuvre, les efforts qu'elle supporte et transmet. Et la troisième chose, c'est le vivant, ce qui l'habite, remplit, déborde, traverse et transgresse. Et donc c'est selon ces trois items que nous allons vous présenter notre travail, avec plusieurs projets, aboutis ou non, mais qui ont en tout cas marqué nos 11 ans de collaboration. Pour commencer sur la géométrie, elle est en toute chose, compose le vivant, structure la nature et notre culture. Elle traverse les époques, fait figure et symbole. Elle se fait trame, puis rythme et harmonie. Elle est épure, précision, rationalité. Elle met en place la matière pour porter, diviser, assembler, couvrir, circonscrire. Elle lui donne un sens et le transforme en structure. Elle est pour nous autant une exigence de rigueur qu'une méthode de travail. Alors pour démarrer notre petit... Donc c'est un projet de Calais Halles. Donc c'est un projet qui est symbolique pour nous parce que c'est le premier le premier concours public sur lequel on a été retenu en étant mandataire. Donc mandataire, c'est-à-dire qu'on n'était pas associé à notre architecte, on était les seuls. Donc il s'agit de la construction d'une halle modulable, pardon. Ah, ça marche plus en arrière. Bon, sur la place d'Armes. Je peux plus revenir. C'est parce que c'est sur le côté, non ? T'as fait bugger le truc ? Moi, j'ai fait bugger le truc. Bon, j'ai Germain géré. Donc c'est la construction d'une halle modulable qui peut aussi bien accueillir le marché que une salle de concert ouverte sur l'extérieur. Donc là, ce que vous voyez, alors si vous aviez vu la photo d'avant, mais d'ailleurs ah ça y est, c'est bon. On va revenir. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est la place d'Armes. Donc c'est une place à Calais, où en fait, qui a été déconstruite pendant la guerre. Et donc il y a un seul et même projet qui a reconstruit la place et qui est fait de toiture plate. Depuis cette place, on voit 3 sommets sur les 4 qui composent la ville de Calais. C'est le phare, l'église Notre-Dame et la tour du guet de la place d'Armes. Donc nous, ce qui nous a intéressés sur ce concours, c'est de travailler sur l'image de la halle couverte. Voilà, et pour répondre à la question de la construction d'une halle place d'Armes, on a convoqué la référence, l'archétype d'un marché traditionnel du XVe siècle. Et cette référence, elle nous a intéressés selon 3 niveaux, structurellement, formellement et symboliquement, mais plus précisément dans l'enchâssement de ces 3 niveaux. Je m'explique. Les fermes en bois franchissent efficacement une grande portée. Couvertes, elles abritent un grand volume central, abritées du vent et de la pluie, parce que les rives de la toiture sont assez basses. Et la halle reste ouverte sur la place qui l'entoure, favorisant les échanges. La couverture dessine une flèche proportionnelle en hauteur à l'espace qui est couvert et marque ainsi visuellement et symboliquement le lieu public. Ainsi, le système constructif engendre la forme, l'usage, puis le symbole. Donc sur le projet, sur la réadaptation justement de cette référence, nous ce qu'on a fait, c'est que les fermes ont été transformées sur une structure en portique rayonnant, un petit peu comme des ogives, pour aussi raconter la référence avec l'église. Et la multiplication de ces travées répond aux besoins programmatiques. Ce qui nous intéressait, c'était par la multiplication de ces travées, on créait des points bas qui venaient fragmenter cette grande halle tout en laissant la possibilité d'une libre circulation et d'accueillir aussi bien des concerts qu'une halle de marché. Et à l'échelle urbaine, cette halle permettait d'avoir une façade qui venait s'ouvrir sur la place et aussi une rive basse qui protégeait du vent et racontait une échelle beaucoup plus de celle du marché. Donc ça crée un objet un peu hybride, mixte.
Bon, c'est un projet, on est arrivé deuxième, on l'a perdu, mais il n'empêche qu'il est fondateur dans notre travail. On a été premier ex-aequo avec Tank, mais ils ont gagné sur le second tour. Ça nous a permis d'être remarqués à Calais pour faire un deuxième projet sur lequel on a été retenu en concours, qui est la salle de sport, qui était un beaucoup plus gros budget, donc on a un peu gagné au change. Donc le site accueillant la salle de sport est à la jonction de plusieurs quartiers. On le voit sur l'image en haut à gauche. C'est un site assez intéressant parce qu'à la fois il est au cœur de la ville et en même temps il est à la périphérie des 3 quartiers, dans un espèce d'endroit un peu un no man's land. Et donc il est bordé par l'eau, la voie de chemin de fer et le port qui commence par ici. Donc, et on peut s'adosser à rien. Donc sa situation elle est stratégique car elle doit créer un lien entre ces différents quartiers, ces 3 quartiers. Donc il s'agissait programmatiquement d'insérer, et géométriquement, d'insérer un terrain de basket rectangulaire par définition dans un terrain triangulaire. Or, faire rentrer un rectangle dans un triangle, c'est pas forcément très heureux. Donc on a décidé de superposer les programmes, puisqu'on avait un dénivelé de 3 mètres sur le terrain, pour dégager le plus possible d'espace public et ainsi réduire la forme de la salle, en tout cas l'emprise de la salle. L'intégration d'un hexagone dégage 3 parvis de forme triangulaire, donc un premier, un deuxième, un troisième. Et dans cet hexagone s'inscrit un cercle comme une arène autour du terrain de basket. Alors petit aparté, mais on a toujours été passionné par les ouvrages d'art. C'est un peu notre objectif ultime comme architecte. Après, c'est bon, on peut arrêter, on peut faire d'autres choses, construire un pont. Donc juste avant de faire le concours de Calais, on a fait un concours d'idées sur une passerelle au-dessus de la Seine à Paris. Et à Paris, en fait, quand on analyse les ponts parisiens, ils fonctionnent avec un schéma statique en compression. Et donc, en fait, le système en compression fait que le tablier s'éloigne du sol et donne une position aux passants assez éloignée de l'eau. Donc nous, on a voulu créer une passerelle qui s'approchait de l'eau et qui crée une relation sensuelle à l'eau. Donc on est venu inverser tout bêtement le schéma statique en créant de nouveaux usages. C'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner en compression, on fonctionne avec des câbles qui sont en traction et qui, en tension, se rapprochent de l'eau. Donc la structure engendre l'usage et vice-versa. À Calais, vous allez voir le lien, une de nos premières intentions, ça a été de construire un ouvrage d'art. Quelque chose, une structure qui soit à l'échelle des ouvrages portuaires à proximité. Et il fallait aussi une structure qui permette d'enjamber une grande portée. Une portée qui permette de passer au-dessus des gradins, au-dessus du terrain sportif. Et on souhaitait aussi, parce que c'est un programme où il y a des gradins pour Calais Sport, l'équipe de Calais Basket, mais c'est utilisé qu'une fois par mois. Et c'était aussi utilisé pour les scolaires de façon beaucoup plus fréquente. Donc on souhaitait que ces gradins ne soient pas des objets sans affectation, mais qui soient utilisables et qui fassent partie de la structure du bâtiment. Et donc en plus de ça, pour offrir que les gradins soient structure, et pour offrir, je perds mon masque, pour offrir aussi un équipement qui s'ouvre à 360 degrés sur son environ, sans avoir de structure en façade. En fait, on a décidé d'utiliser les gradins comme structure et de tendre une couverture, un peu comme la passerelle que vous avez vue juste avant, tendue entre 2 coques en béton triangulaires qui forment les gradins. Ainsi, la matière emprunte le chemin exact des efforts. Sur la coupe ici, on a un schéma statique presque parfait, où vous avez la toiture qui est en tension, sur des terrains en compression, sur des gradins en compression qui ramènent les efforts au niveau du sol. Assemblés ensemble, les poutres, tu peux repasser un peu, assemblés ensemble ici, les poutres caténaires forment une parabolide hyperbolique. Alors un parabolide hyperbolique, c'est une forme, c'est un chips, c'est une double courbure. Il y a une première courbure qui est le chemin des efforts, celui d'une chaînette, d'un câble en tension, et d'une seconde courbure, dans l'autre sens, inverse, qui permet d'acheminer les eaux sur les façades. Voilà. Et donc là, ici, vous voyez la parabolide hyperbolique. Et en fait, sur ce projet à Calais, on a un plan hexagonal qui rencontre un parabolide hyperbolique et qui découpe ainsi des façades de hauteurs différentes. Ainsi, on a la flèche au nord, ici, qu'on voit au centre de l'image, accueille l'espace public, donc le hall d'entrée, les sanitaires, la billetterie. À l'arrière, l'autre flèche, un peu plus basse, accueille le salon VIP, le clubhouse. Et entre les deux, les façades abaissées dialoguent avec la rue, qui est plus petite, et aussi laissent passer au travers le ciel et le paysage. Alors une autre commande, donc ça c'est Saint-Joseph. La commande elle est atypique, c'est réhabiliter une ancienne école Jules Ferry en un jardin méditerranéen. Donc l'idée est venue au maire pendant des vacances à Marrakech, non ce n'est pas une blague, et c'est avec l'image du jardin de Majorelle, donc une image assez exotique dans un contexte d'une école en briques avec une forme en L autour d'une cour qu'on est venu réexploiter cette référence.
Donc la programmation du 2 viendra dans un second temps. Ce sera finalement un musée, un salon de thé, un jardin qui va être ouvert sur la ville. Donc pour opérer cette transformation, on est venu travailler justement sur le jardin islamique et sur ce qui fait le jardin islamique. Donc le jardin islamique, alors je lis parce que c'est pas facile, ça s'articule autour d'un carré, donc qui est la figure de la terre, et qui est mis en rotation autour d'un cercle qui, lui, est la figure du divin et de la perfection. Et effectivement, tous les moucharabiés, les céramiques, les assous, les roses qu'on voit, sont toutes composées des figures de carrés mis en rotation. Le bâtiment de l'école forme si tu peux passer sur la salle d'avant, le bâtiment de l'école forme un L ici, avec une façade arrière qui ouvre sur un immeuble des années 70, pas forcément très heureux, et un parking à l'avant. Et donc on est venu refermer la cour avec des murs en arcade qui recomposent un terrain, un jardin en carré. Et dessus, on a une verrière qui porte sur une diagonale en fait en rotation du carré, voilà, avec des poutres qui enjambent donc dans un seul sens. Ce qui fait que tu peux passer la suivante, voilà. Ce qui fait qu'effectivement, à la fin, on a un jeu géométrique assez intéressant entre la salle au carré, le motif du sol qui sont des carrés mis en rotation et cette verrière qui offre une sorte de pyramide aussi mise en rotation. Donc tout commence à se mettre un peu en mouvement. Et en fait, ce qui nous a intéressé aussi, c'était de créer des poutres à inertie variable. C'est-à-dire que la poutre centrale qui porte sur la diagonale va être plus haute que les poutres sur le côté. Et donc il y a un jeu aussi d'affinement en fait, de cette pyramide structurellement. Donc ça, c'est l'espace de jardin, parce qu'il y a une partie avec des jardins secs et des jardins plus humides. Donc voilà, on est en fin de chantier, là, on a une livraison qui est prévue très prochainement. Ouais. Donc un dernier projet qui parle de géométrie, enfin, ils parlent tous de géométrie, mais c'est le dernier qu'on a choisi. Donc c'est un projet qui se passe ici, donc c'est la salle de sport Saint-Sauveur, elle est juste derrière. Elle prend place dans un contexte industriel avec des halles d'époque, donc ici on est sur des voûtes en béton, mais il y a aussi sur la salle Saint-Sau, enfin le Saint-Sau bar, une charpente en bois industrielle. Et ces systèmes constructifs, ils ont été générés par un savoir-faire spécifique et ils abritent des besoins liés à des époques spécifiques. Aujourd'hui, les enjeux de transition énergétique nous apportent de nouvelles données. C'est-à-dire que les sheds qui s'ouvraient avant au nord, maintenant vont s'ouvrir au sud pour venir capter des calories. Le béton et l'acier sont aujourd'hui de plus en plus remplacés par du bois avec la réflexion sur l'empreinte carbone. Donc le système constructif que nous proposons dessine une charpente répondant à ces nouveaux enjeux. En fait, la charpente est composée de 4 travées formées par des coques en bois. Donc on en voit 1, 2, 3, 4 ici, qui s'ouvrent, donc leur accroche est dissymétrique, ce qui permet de faire rentrer la lumière et les calories du soleil à l'intérieur de la salle. Mais la forme concave des sheds, plutôt que convexe comme on a ici, enfin ça dépend dans quel sens on le prend, permet de diffracter la lumière et qu'on n'ait aucun rayon du soleil qui vient impacter le terrain et éblouir les joueurs. Ainsi, à l'inversion statique de la halle industrielle et la halle sportive, correspond une inversion formelle, où les arcs deviennent flèches, et un renversement d'usage entre le travail et le loisir. Ainsi, le système rationnel de cette charpente dessine une sculpture iconique, voilà, qui donne une nouvelle image au quartier. Donc une conclusion sur cette première partie qui est un travail sur la géométrie. Donc pour nous, c'est vraiment une aide au projet. Elle permet d'intégrer un projet dans son contexte. Elle nous aide à en comprendre sa mesure et son échelle. Elle donne un sens à la matière pour la transformer en structure. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la structure habitée. C'est ce qui va relier comme thématique les 3 items. Et penser en 3 dimensions, la géométrie, elle crée un lien entre la structure, le plan et l'espace. Donc c'est un outil de conception majeur dans ce qu'on produit à l'agence. Voilà. Donc le deuxième item sur lequel on a voulu présenter notre travail, c'est la question de la matière. Donc la matière, elle est visible, physique, atomique. Elle est structure, façade, paroi. Elle convoque l'invisible, le sensible, l'imaginaire, la brique du Nord et son sol argileux, l'odeur de la sève, les alluvions des rivières figées dans le ciment. Elle fige les gestes de sa mise en œuvre, la main qui maçonne, plie et assemble. Par la matière et son détail de mise en œuvre, nous pouvons faire le choix d'un savoir-faire ancestral. Elle raconte les efforts qui la traversent. Elle ancre le bâtiment dans un contexte physique, poétique et humain. Alors, pour notre premier projet, donc c'était nos 18 000 m² à 24 ans, là, c'était à Paris, dans une zone industrielle, donc plus spécifiquement à Nanterre. Et on a été séduit par la poétique des entrepôts, je pense comme tous les jeunes étudiants ou jeunes diplômés, et notamment des monomatières du sol au ciel. Évidemment, BNP Paribas Immobilier, vous pouvez le penser, n'était pas très séduit par cette esthétique-là, ce n'était pas vraiment leur truc. Et en jeune architecte du Nord, nous, on a défendu tout naturellement une façade en briques.
Donc ils n'étaient pas non plus très séduits par la brique. Ils ont dit c'est quoi cette matérialité de coron, hein, c'était exactement leur terme. Et donc on a compris qu'il fallait que la brique soit pas de la brique. Et on a commencé à en chercher, enquêter, sillonner pour comprendre et défendre ce matériau. Donc on a choisi une brique qui est justement cuite à l'étouffée, parce que si vous regardez, il y a plein de façons de cuire la brique. Et elle se fait plus dense, d'un aspect plus lisse, et mise en œuvre à joint mince, elle ressemble beaucoup plus à de la pierre sèche. Et à partir de ce moment-là, on a aussi compris quelque chose d'autre qui était important, c'est que pour faire de l'architecture face à de la promotion privée, il faut parler argent. C'est l'argument financier qui fonctionne et qui va nous permettre de faire de l'architecture. Et donc effectivement, pour pouvoir gagner des surfaces, nous on a proposé d'aller au maximum du pignon, du prospect aveugle. Donc c'est pour ça qu'on a des pans inclinés ici en briques. Et donc on a aussi découvert avec le fait de mettre la brique en biais le monde du CSTB. Donc le CSTB, c'est le centre, j'ai oublié le S, mais technique du bâtiment. Et on a dû réaliser un ATEX. Alors là, je me souviens même plus ce que c'est, mais en gros, c'est un avis pour pouvoir construire quelque chose qui n'est pas dans... Avis technique expérimental. Voilà, qui n'est pas dans les normes. Donc on a découvert ça et on a aussi découvert les sinistres. Voilà. C'est l'autre monde des architectes, c'est quand on a livré le bâtiment et qu'on a des problèmes. Donc là, on a été très ambitieux, mais bon, voilà. Et donc, suite à ça, en fait, on s'est intéressé de plus en plus à la question de la brique. Et pour comprendre la transformation de la brique, on a visité des briqueteries, parce que c'est comme ça, en fait. Et ces visites, elles nous ont vraiment touchés. Parce que les briques, elles vont cuire, si vous visitez ça, dans un four en brique. Le tout est posé sur un sol d'argile, parce que la carrière est à côté et on extrait l'argile. Et le contenant vient donc du contenu, et le tout est dans un tout. Et dans ce four, ce feu ininterrompu pendant près d'une année va se déplacer au milieu des briques et engendrer des nuances variées selon la position du matériau dans le four. Ça, c'est qu'on est sur un four Hoffmann. Quand on est sur un four gaz, on a justement nettement moins de nuances. C'est la grosse différence. Donc ça, c'est des photos de four Hoffmann. Et donc on est allé un peu plus loin ensuite dans ce travail sur la brique par rapport à une brique qui était juste une brique de façade sur l'immeuble de bureau. Ici, la brique, elle devient porteuse. Donc c'est 2 opérations qu'on a réalisées à Lille. Une première rue de Douai, le premier bâtiment de logement qu'on ait fait, et une seconde rue d'Iéna un peu plus tard. Et ici, on est sur une brique porteuse. Et en fait, ça nous intéresse parce que plutôt qu'avoir une structure en béton, ensuite un isolant à l'extérieur et une brique, et finalement avoir beaucoup de matière, le fait d'avoir une brique porteuse, ça nous permet d'avoir juste un élément, c'est la structure fait la façade, et l'isolant est à l'intérieur. Alors peut-être effectivement on a des performances énergétiques un tout petit peu moins bonnes théoriquement, qu'une isolation par l'extérieur. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le temps, les garanties de la performance la performance est garantie dans le temps, puisqu'on n'a pas des isolants qui vont s'affaisser entre 2 parois, et il y a une possibilité de réintervenir ensuite à l'intérieur des logements. Ce qui permet aussi de finalement mettre le dur à l'extérieur et le mou à l'intérieur. Voilà, ça, c'est tout un discours qu'on a aussi commencé à rôder avec... en tout cas une pensée qu'on a commencé à avoir avec des promoteurs privés, parce que la promotion privée dans le logement, c'est assez difficile, avec des budgets qui sont très serrés, et donc il faut toujours trouver un peu des astuces pour y arriver. Et ce qui nous permet d'avoir une belle brique à la fin. Et en fait, ce qui nous a intéressé aussi, on s'en était pas forcément rendu compte au début, mais c'était que quand on avait effectivement une façade en briques maçonnées, on avait les compagnons sur le chantier qui montaient la façade, donc l'image du bâtiment, en même temps que la structure. Et donc il y avait aussi une appropriation beaucoup plus importante des maçons sur ce qui était en train de produire. Et ça, tout ça, on pense que c'est un cercle assez vertueux. Il y a moins de fragmentation en fait de la mission, parce qu'un maçon, sinon il ne revoit pas le bâtiment qu'il a construit. Donc il y a une appropriation, une compréhension de l'image. Et c'est aussi pour ça que par exemple on met des maquettes dans nos cabanes de chantier pour que les personnes aient conscience du tout qu'elles sont en train de construire et qu'on fragmente le moins possible les tâches. Et donc effectivement, sur une opération à 1 250 € du mètre carré, y compris parking, alors peut-être ça vous parle pas beaucoup, mais c'est vraiment très peu, on arrive à avoir une brique qui est une brique ici, c'est la rue d'Iéna, donc une brique cuite dans un four Hoffmann, un des 3 derniers fours Hoffmann de France, donc Ami faisait la description, avec des gens qui fabriquent ça depuis des générations dans leur four, donc c'est aussi assez vertueux par rapport au savoir-faire ancestraux qu'on continue à faire vivre d'une certaine manière. Et cette brique, on l'a aussi utilisée dans la briquette pour une réhabilitation d'une friche à Ribemont-sur-Angle, donc c'est dans la Somme, où on est venu transformer une partie de la friche en médiathèque. Et ce qui nous a intéressé, c'est qu'en fait, cette brique est extrêmement nuancée, et on est venu trier cette brique en 2 paquets. Un paquet de briques orange sursaturées qui va former l'enceinte intérieure, ici,
Et on a gardé des briques un peu plus foncées pour venir réhabiliter les sheds qui s'étaient dégradés au fil du temps et qu'on est venu reconstruire. Et donc avec une même brique, en fait, on est quand même des teintes et une colorimétrie identique, mais on arrive à faire 2 ouvrages différents. Bon, là, avec la saturation de l'écran, ça se voit pas du tout. Mais normalement, c'est quand même très différent. Voilà. Et pour la salle de sport de Calais, nous souhaitions que le béton ait la couleur du sable des plages, qui était juste à côté. Donc le sable a été fourni par 2 cimentiers locaux. Donc c'est un sable qui vient de la Tamise. Les agrégats sont des alluvions de la Marne qui ont été roulés dans la Marne. Le ciment, c'est un CM3, donc c'est un ciment qui est refroidi très rapidement, donc il n'est pas oxydé, donc il est très clair. On a ajouté aussi de la silice broyée, donc c'est une poudre très blanche qui éclaircit le béton, ce qui nous permettait d'avoir un béton jaune, clair, vraiment la couleur des sables de la côte des plages de Calais. Ensuite, sur ce béton-là, on est venu le sabler pour retirer la couche je pense la couche de l'étang, la couche et donc ça nous permettait de voir la structure intérieure du béton et d'avoir vraiment un contact avec ce qui le fabrique, tout en laissant les arêtes qui sont chanfreinées, les arêtes non sablées. Donc là, il y a un clin d'œil au travail d'Auguste Perret, donc qui a beaucoup travaillé sur le béton. Voilà. Et ces coques en béton, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est la façon dont on met en œuvre, ont été coulées en 2 passes. Donc c'était assez impressionnant parce que c'était quand même, elles étaient soulevées. Alors elles étaient en 2 passes parce qu'il fallait avoir une face inférieure visible. Et les gradins au-dessus. Voilà. Et en fait, donc il y a une première passe avec un béton structurel qui va créer le voile incliné, et une deuxième passe, donc on voit les fers ici en attente qui vont permettre de créer les assises et les gradins. Et donc, elles se soulèvent de part et d'autre pour venir connecter les espaces d'accueil et de hall et intérieur. Et en fait, ce qui était assez rigolo, c'est que on a été en retard sur le couvert, comme ça, c'est pas très drôle. Mais en fait, la surface des bétons avait été un peu teintée par la bakélite des banches. Et en fait, c'est les embruns de la mer qui sont venus légèrement les poncer et les reblanchir. Donc, on trouvait ça quand même assez poétique dans notre galère de planning. Voilà. Alors en fait, effectivement, avant de passer sur ce projet-là, on voudrait, il y a une question qui est de plus en plus importante pour nous, c'est la question du changement climatique et donc la manière dont on y répond. Alors effectivement, notre approche focalisée sur la matière et la géométrie, ça nous pousse vers la rationalisation de la manière dont on dessine les choses, et la rationalisation permet d'économiser des gestes et de matière, et donc des gestes et de la matière, et donc effectivement de l'énergie et de la matière. Voilà. Et ensuite, notre manière aussi d'avoir des structures qui restent apparentes, sans seconde œuvre, fait aussi qu'on économise encore de la matière, puisqu'on ne vient pas rhabiller des choses qui ont déjà été... Enfin, la structure fait l'équipement sans forcément seconde œuvre. Voilà. Ensuite, il y a aussi le travail qu'on mène entre le contexte et la manière dont on construit, fait que naturellement, on va vers des circuits courts avec l'utilisation des matériaux locaux. Donc ça, effectivement, ça c'est un peu dans l'ADN de l'agence. Pour autant, on se pose la question, est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit, cette rationalité, pour économiser de la matière ? Est-ce qu'il ne faut pas aussi changer la nature des matériaux avec lesquels on construit ? Pour qu'on ait effectivement des matériaux avec une plus faible empreinte carbone. Et je pense que c'est dans cette direction-là qu'on essaie d'aller, et aussi peut-être qu'un matériau qui était déjà un peu présent avec le premier projet qu'on vous a montré, qui est en bois, le projet à Calais, donc avec la place d'Armes, finalement, petit à petit, on va de plus en plus à ramener du bois, et aussi dans certains équipements où il n'y en avait pas forcément. Oui. Alors là, c'est un projet scolaire, c'est un restaurant scolaire, salle communale à Chemy. Donc Chemy, c'est un village de 600 habitants avec des maîtres d'ouvrage non sachants. Et on avait fait un projet assez classique, assez traditionnel, ça ne nous ressemble pas trop, tuiles, briques, parpaings, un peu de charpente de bois, un peu une ferme flamande. Ça ne nous excitait pas trop non plus, en fait. Et on s'est rendu compte que la maîtrise d'ouvrage avait du temps, parce qu'elle avait un problème de propriété des terrains. Et on s'est dit, s'ils ont du temps, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. C'était un des problèmes. Donc on leur a proposé de transformer le projet pour le faire rentrer dans le cadre filière bois locale, qui est un circuit qui est organisé par Fibois au niveau de la région et qui permet de subventionner les projets qui sont en bois et en bois local. Et donc on a transformé ce projet assez classique qui était mixte charpente maçonnerie en un tout bois qui a été financé par la région. Au-delà, alors nous ça nous a beaucoup plu parce que c'était vertueux écologiquement, intellectuellement c'était très stimulant à faire. Et en plus, ça nous a permis de raconter une histoire avec notre maîtrise d'ouvrage. On allait visiter des scieries, on allait visiter des charpentiers ensemble pour comprendre justement cette question de la filière. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on aimerait faire davantage. Donc là, les structures, elles sont en peuplier des Hauts-de-France et les menuiseries, elles sont en chêne des Hauts-de-France. Seul le CLT qui permet de faire des contreventements n'est pas du bois des Hauts-de-France. Donc c'est extrêmement intéressant pour nous et c'est quelque chose qu'on souhaite faire parce qu'on pense qu'à un moment,
la transition écologique, il faut y aller maintenant. On ne va pas dire que c'est dans 15 ans qu'on va commencer à changer les choses. Et un bâtiment, c'est 3-4 ans à peu près pour le construire avec les études. Donc le temps, il va passer quand même assez rapidement. Voilà. Donc ça, c'est le chantier en cours. D'ailleurs, le 4 novembre, il y a une visite avec Fibois, masquée mais ouverte. Donc le vivant, notre dernier item. Donc le vivant, il bouge, se transforme, s'use et se régénère dans le temps et dans l'espace. Il respire, il voit, entend et touche. Il prend part, participe et revendique. Plus qu'aux usages, penser au vivant nous oblige à penser le mouvement, le social et l'écologie, le vivant dans son milieu. Et surtout, il se souvient et il rêve. Donc après, c'est une réflexion qu'on avait qui est plus vrai dans les logements, mais on verra pas uniquement. C'est que en fait, chaque jour, on traverse plusieurs sphères d'intimité. Donc avec des structures sociales gigognes entre le domestique, le collectif et le public. Et nous pensons que la société se construit par la qualité des enchâssements, des articulations entre ces différentes sphères. Et que notre bien-être est constitutif, s'appuie sur le sentiment d'appartenance à chacune de ces sphères. C'est que je me sens bien si j'ai une structure domestique ou intime dans laquelle je me sens bien, une structure collective dans laquelle je me sens bien, et une structure publique dans laquelle je me sens bien. Et en fait, cette question, elle est intéressante si on regarde la construction de la société selon cet axe-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que nous, architectes, on a énormément à faire pour construire des sociétés qui soient heureuses, apaisées. Enfin, ça fait très politique de dire ça, mais en tout cas, qui fonctionnent, où chacun se retrouve bien. Et donc, effectivement, on a plein d'éléments ou de dispositifs pour faire ça, pour penser ces enchâssements, ces articulations de structure. C'est le seuil, la porte, le parvis, la place, le couloir, la coursive. Tout ça, c'est des éléments qui viennent articuler différentes sphères d'intimité dans un logement, une construction d'équipement de logement. Et en allant un petit peu plus loin sur le logement, alors au début c'est un peu dramatique, mais on construisait un logement en faisant la façade et puis après on faisait les logements derrière. C'est la belle façade qu'on vous a montrée sur rue de Douai. Nous on la trouve jolie, les logements intérieurs c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Et petit à petit on a évolué, on s'est posé des questions sur qu'est-ce que c'est qu'une famille aujourd'hui. Est-ce que c'est une famille hétérosexuelle avec 2 enfants ? Non, il y a des familles monoparentales, il y a des familles homosexuelles, il y a des gens qui ne sont pas en famille, il y a des colocations, il y a des gens qui sont en famille hétérosexuelle de 2 enfants qui deviennent 2 personnes âgées. Et donc cette famille, elle est en mutation. En tout cas, ce type de regroupement de personnes, c'est plus des familles, c'est des regroupements de personnes. Et comment est-ce qu'on va construire pour cette multitude ? Donc là, sur ce projet que vous voyez, c'est 74 logements et il y a 8 bâtiments. Donc vous imaginez le nombre de typologies qu'on a pu avoir. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de créer du multiple. Après, ce qui nous intéresse aussi, c'est dans le logement. Aujourd'hui, il y a la maison individuelle. Dans la maison individuelle, il y a des mots comme arrière-cuisine, cellier, on peut faire le tour de son logement. Et tout ça, on l'a perdu en appellation T2, T3, T4+, T5. C'est quand même un petit peu triste. On fait des chambres, des séjours et des cuisines et puis on s'arrête là. Et nous, ce qu'on essaie de retrouver, c'est tout ce vocabulaire riche de la maison particulière, 1930, individuelle, à l'intérieur des logements. Alors c'est un souhait vertueux, mais on y pense. Comment est-ce qu'on peut faire le tour de son logement ? Comment est-ce qu'on peut avoir un cellier, une arrière-cuisine, une chambre qui va devenir un bureau ? Comment on anticipe le télétravail maintenant à l'intérieur des logements ? Donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Oui. Ouais, et c'est ça. Et en fait, quand tu disais faire le tour de son logement, et aujourd'hui, de plus en plus, quand on fait le logement, on se pose la question de l'histoire que ce logement raconte et quel univers, quel esprit il y a derrière ce logement-là. Et alors, ce qui nous a aussi intéressé sur cette opération de logement, c'est... moi, j'ai eu une prof en première année, c'était Ivona Bukowska. Et une fois, elle m'a dit, moi, je ne fais pas des mètres carrés, je fais des mètres cubes. Parce que les promoteurs, ils vendent des mètres carrés. Et c'est vrai. Et en fait, offrir des mètres cubes à des gens plutôt que des mètres carrés, c'est quelque chose qui est beaucoup plus généreux parce qu'on leur offre du volume. Et ça, c'est aussi ce qu'on retrouve dans, par exemple, les maisons 1930. On va avoir des grands volumes, on va pouvoir construire une mezzanine si on a un autre enfant qui arrive. On va pouvoir aussi, pour les enfants, utiliser les pentes à 1,80 là, où on peut venir s'asseoir, lire un livre, et donc créer des espaces qui vont être différents à l'intérieur de ces logements, des doubles hauteurs, avoir un peu de générosité et pas être sur du 2,50 m constamment, une sorte d'uniformité du logement. Voilà. Et donc à Calais, c'est ça aussi qui nous a intéressés, c'est comment cette structure vient créer par sa forme des frictions et des moments en fait un peu particuliers d'usage. C'est-à-dire que les enfants, ils vont se mettre là à des endroits qui sont juste pour eux. Et il y a des formes de nouveaux usages qui vont venir se créer sur cette structure qui est habitée. On est en dessous, on est au-dessus. Ça, je pense que c'était un des plus beaux moments de notre vie d'architecte. C'était le match inaugural de la salle de Calais,
puisque c'est la première fois, en camp d'architecte, en tout cas nous, c'est la première fois où on était confronté à une prise en main aussi rapide et aussi abrupte et aussi d'un équipement qu'on a construit. Quand on livre des logements, bah voilà, on n'est même pas là quand les habitants viennent emménager. Quand on livre, il se passe pas forcément grand-chose. Et là, dans une salle de basket, tout d'un coup, il y a eu 1600 personnes qui sont arrivées d'un seul coup pour vivre le match inaugural. Et donc, on avait un peu les chocottes quand même. Surtout que les gradins sont assez inclinés, donc on imaginait qu'il y avait déjà quelqu'un qui allait tomber et qu'on allait se retrouver en prison. Mais ça s'est bien passé. Je crois que voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Il y avait une fanfare, on n'avait pas du tout imaginé les matchs de basket comme ça, donc c'était très sympa. C'était très émouvant. Ouais. Et donc c'est toujours assez dur de raconter un lieu sans ses usagers, qu'ils soient sportifs ou des habitants. Et on a un ancrage tous les deux personnel dans le milieu artistique et on aime créer l'architecture comme un support justement à la production artistique. Et ici, Martin Popins, à Pépinière, il est venu habiter les lieux avant qu'on vienne les offrir, les donner, qu'ils aient payé aux habitants. Voilà, donc ça c'est quelques images. Et on va vous mettre 2 petites vidéos pour finir notre intervention. Si on n'est pas trop long, c'est un court extrait d'une vidéo de traction faite à Calais par Justine Pluvinage, donc c'est la sœur de Germain, c'est pratique, avec Mathieu Gédrazac, donc qui est aussi Martin Popins, et Anaïs. Ça ne faut pas le dire. Delmoitier. Oui, ça ne faut pas le dire. Et alors une deuxième vidéo qui vous donnera peut-être envie de danser le Madison avant de 21h. Alors si j'arrive à fermer celle-là, voilà. Sans voir, parce que c'est toujours un peu difficile de commenter, mais en fait c'était dans le cadre d'une exposition qu'on avait donnée à Paris et on avait voulu donc faire une commande de cette vidéo à Justine Pluvinage. Et en fait ce qui nous avait semblé intéressant, c'était la manière dont elle regardait l'architecture un peu différemment et ce regard sur le son et le son que peut avoir la matière. Ouais. Et alors la deuxième vidéo, c'est là c'était plutôt, je vous raconte avant, c'était plutôt un support en fait pour la compagnie L'Oiseau-Mouche et les ballets chorégraphiques du Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle Madisoning et qui a aussi été faite par Justine Pluvinage. Ah, c'est un peu fort, je pense, le son. Ouais. Voilà. Bon, merci pour votre attention. Alors, non mais je disais au début que merci vraiment pour votre production parce que c'est assez riche. Pour nous, jeunes archis, je pense que c'est un regard intéressant à poser là-dessus. Mais du coup, la question que je pose, c'est la question de la rationalité, le rapport à la rationalité. Parce que vous évoquez ça au début et après, quand le premier item qui est sur la géométrie, j'ai plutôt eu l'impression que vous l'avez plutôt expliqué sous l'angle de la technique et de la plasticité des ouvrages sur lesquels vous travaillez. Et après, par rapport au logement,
parce que j'aime beaucoup la réflexion que vous avez donnée sur cette question de 2,50 m constant qu'on arrive à générer, et en même temps, on est face à on est souvent confronté là à une problématique qui est plus complexe, dans le sens où les habitants, même dans un premier temps, on ne les connaît pas. Donc on ne peut pas anticiper leurs besoins de base quand on est dans des opérations de logement. Ça, c'est une première question, une première réflexion. Deuxième élément également, c'est que ces habitants-là, en fonction de leurs moyens, on n'est souvent pas capable de leur donner autant d'espace. La question de la double hauteur, par exemple. En donnant une double hauteur, naturellement, le coût de chauffage qui augmente. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir? C'est juste que c'est des questions que je me pose. Comment est-ce qu'on peut réussir à offrir de l'espace à la société où aujourd'hui, économiquement, on sait on a tout sur ça. Enfin, c'est les deux questions. La question de la rationalité est sur ce point-là également. Merci. Je ne suis pas sûr de comprendre la question sur la rationalité, donc je vais répondre d'abord sur la deuxième. Mais je vais répondre à la deuxième par une pirouette, dans le sens où, effectivement, vous avez raison sur la manière dont on finance les choses, et où l'argent, effectivement, parce qu'un promoteur, il sait très bien, même s'il a un plus grand volume, on lui dit il vend des mètres carrés, sauf qu'il va vendre plus cher parce qu'il sait que le logement est plus beau. Et donc, on l'a offerte, mais en échange d'argent. Mais ce qu'on nous essaye de faire, et sur l'opération qu'on a choisie là, de Zacharas Europe, c'était de se dire, en fait, c'est les surfaces qu'on va offrir en plus, c'est pas forcément des surfaces qui vont être achetées, c'est des surfaces qui sont collectives. Et donc c'est plutôt effectivement le seuil qui s'agrandit entre deux logements, qui devient presque une terrasse supplémentaire. Ça va être effectivement une toiture terrasse d'un bâtiment qui est plus bas et qu'on va rendre accessible, et ça devient aussi un autre lieu commun. Enfin voilà, donc une espèce de multiplication des espaces qui sont non commercialisés, mais qui font aussi partie du bien-être pour les habitants. Et après, sur l'opération de Zacharas Europe, c'est de l'accession maîtrisée. C'est-à-dire qu'on compte vraiment les mètres carrés, et le prix est compté par rapport aux mètres carrés. On n'est pas sur de la promotion immobilière pure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différentes façons d'acheter un logement, et on peut en accession maîtrisée. Donc en fait, là, pour le coup, ils n'ont vraiment pas payé les doubles hauteurs. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas exactement la même logique. Et après, moi, c'est une question alors, les promoteurs, ils nous disent toujours, ah non, faut pas faire plus de 45 mètres carrés. De toute façon, sinon, les gens, ils pourront pas se les payer, les appartements. Si vous faites 46 mètres carrés, on aura moins de monde parce que ça va être plus cher. Et moi, j'ai envie de dire, mais c'est agaçant, en fait, qu'en tant qu'architecte, on soit obligé de faire des petits logements alors que le problème, c'est la promotion privée. Vous voyez? Oui. Et ça je comprends tout à fait votre remarque, mais c'est vrai que ça m'horripile au fond de moi, parce que je trouve que quand ils nous donnent ça comme argument, les promoteurs, c'est une forme de culpabilisation de vouloir apporter de la place aux habitants. Et ça, c'est pas je trouve que c'est la logique du capital qui ne va pas, en fait. En fait, sur la question du sol, du mètre carré de sol, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je parle sur la question de la hauteur. Ouais. C'est-à-dire, à partir du moment où on passe en double hauteur, et par exemple, j'ai vécu dans un logement en mezzanine. Ouais. Et après, je suis passé dans un autre logement qui n'était pas en mezzanine. Le coût de chauffage, je sais à combien ça a baissé. Et du coup, aujourd'hui, c'est aussi Oui. Après, aussi pour rebondir, mais par une autre pirouette, le but à l'avenir, je pense, c'est faire que des logements qui soient passifs, et que cette question du chauffage, elle ne se pose plus. Et donc, je pense qu'on va vers ça. Donc, voilà. Mais effectivement, nous, on n'appréhende pas cette question de cet ordre-là. On se dit plutôt, on va faire du plus, et aussi des façades mieux isolées pour que la question ne se pose pas, en fait. Pour qu'on n'ait pas à choisir entre avoir froid et avoir de l'espace. Je pense que poser la question dans cette problématique-là, ça ne produit pas une bonne architecture. Et après, sur la rationalité, vous pouvez réexpliquer En fait, la rationalité, je ne sais pas comment vous définissez-vous la rationalité, en fait. Est-ce que c'est à travers la structure, c'est à travers l'organisation spatiale, ou c'est à travers... C'est un ensemble, et c'est pour ça que la géométrie, ça nous intéresse. C'est parce que la géométrie, ça va être de l'organisation spatiale, mais ça va aussi être de la structure, et ça va nous permettre de lier les choses. Alors en effet, ça peut avoir un caractère très plastique, parce que cette géométrie, elle va nous permettre aussi de faire de la forme. Et ça, c'est aussi ça qui nous intéresse, parce qu'on ne prend pas de la géométrie non plus que pour faire des boîtes qu'on va empiler. Et même, par exemple, sur des logements, la géométrie, elle va nous intéresser. Par exemple, rue de Douai, on est venu regarder la trame qu'il y avait sur l'intégralité de la rue de Douai,
pour comprendre comment on allait s'intégrer dans cette trame. Est-ce qu'on prenait la trame qui était liée au logement ou la trame qui était liée aux usines, avec qui on dialoguait le plus, et ce qui était le plus important justement dans la géométrie de la rue. Et donc en fait cette géométrie, en fonction des programmes, on va l'utiliser différemment. Et, ouais. Et après, pour rebondir, effectivement, je pense, nous, on n'a aucun problème avec l'idée de faire de la forme, parce qu'à partir du moment où on fait de l'architecture, on s'intéresse forcément à la forme, donc ça ne pose pas de problème. Et surtout, si derrière cette forme, elle est liée par justement ce que disait Camille, la rationalisation des choses et la géométrie, pour qu'à un moment donné, si effectivement on a un bâtiment comme celui qu'on vous a montré de la salle de sport qui sera ici de Saint-Sauveur, qui offre effectivement un panorama un peu iconique avec effectivement on a ces arches inversées, donc là clairement c'est de la forme, mais derrière c'est une structure tendue en bois, c'est un système aussi de shade au sud pour récupérer les calories et diffracter la lumière en fait, et donc tout ça vient se rationaliser, donc effectivement ça, voilà, donc je pense que aussi un bâtiment rationnel n'est pas forcément un bâtiment orthonormé et voilà. Ouais, j'espère qu'on a répondu à la question. Mais c'est bien, c'est une très belle question. Bon, on va passer la main à Studio Rigel. Merci d'être venu nous avoir accueillis.